On parle ce soir des régionales. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque soir dans cette émission en direct. On va revenir évidemment sur ces régionales à 6 semaines du premier tour, avec évidemment comme ça dans le viseur la possibilité que le Front National puisse avoir 2 régions minimum. On va y revenir. C'est vrai que les sondages indiquent que le FN est en très bonne position en PACA et dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Alors Gilbert Collard, je vais terminer ce tout petit lancement puis on va débattre immédiatement parce que vous pensez aux 3 régions. On en parle de certaines. On va y revenir évidemment. On parlera de Manuel Valls, on parlera de la stratégie de ce Front républicain, parce que c'est vrai que ça suscite pas mal d'émoi. Le Premier ministre s'est exprimé. Et puis évidemment, il y a François Hollande qui, de son côté, mais d'une manière un peu étrange, d'ailleurs, fait de la communication, se déplace beaucoup, serre des mains. On en parlera dans quelques instants. Est-ce que François Hollande est déjà dans l'après-régional, qu'on annonce terrible pour le PS, est déjà lancé dans la campagne présidentielle, avec évidemment en ligne de mire 2017. On fait le point ce soir. François Hollande sera d'ailleurs demain à Nancy pour un discours face à des élus où on nous dit qu'il devrait dire des choses, annoncer sa feuille de route en 2016. On va en parler dans quelques instants avec nos invités. Yann Gallu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste du Cher. Vous étiez, alors elle existe toujours, cette cellule riposte contre le Front National avec 2 autres élus. On vous écoutera dans quelques instants sur la stratégie, la bonne stratégie à adopter. Je rappelle ce guide anti-FN qui était sorti, c'était 3 euros, je crois, édition Librio. Voilà, on voit votre livre. Et puis, on parlait d'Hervé Falciani dans nos informations. Ce livre contre le pillage de l'État sur l'évasion fiscale. Il était sorti chez Flammarion. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Gilbert Collard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député du Gard, secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine. Alors, dès mon introduction, vous avez dit 3 régions. Vous pensez évidemment... Oui, c'est pour vous chagriner. Oui. Je suis pas chagriné. Hein, c'est une bonne nouvelle. Bon. Je pense que le Languedoc-Roussillon... vu le désordre qu'il y a chez les Républicains, et vu la progression que Louis Alliot effectue, peut aussi tomber. Bon, je vous présente Denis Pingot. Bonsoir Denis Pingot, vous êtes communicant, président de Balise. Ce livre, Hollande, l'homme sans com, on y reviendra parce que c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, avec ce qu'il fait depuis ces dernières semaines, ça va peut-être... C'est un peu contraire avec le début de son quinquennat. Il se voulait président normal, travaillant sur le fond. Là, aujourd'hui, il communique beaucoup. On en parlera avec vous dans quelques instants. Et puis, Dominique de Montballon est avec nous. Bonsoir, Dominique. Vous êtes rédacteur en chef du service politique du JDD. Et le JDD.fr est évidemment notre partenaire. Il y a plus de 1500 votants à la question qui a été posée. Donc, ça a beaucoup cliqué sur votre site aujourd'hui. D'abord, regardez ce sujet simple, parce que c'est vrai que c'est un peu la quadrature, la question de la stratégie au régional. C'est vrai que c'est le même débat à chaque élection, mais c'est un peu plus compliqué lorsque c'est un scrutin proportionnel sur la stratégie à adopter. Front républicain, avec, vous allez voir, une certaine cacophonie à gauche comme à droite, comme nous l'explique Jean-Baptiste Daoulas. Un Front National au plus haut dans les sondages, Emmanuel Valls relance le débat sur le Front républicain. Il est hors de question de laisser le Front National gagner une région. Donc tout devra être fait pour l'empêcher. Tout devra être fait pour l'empêcher. Donc je vous donne rendez-vous le soir du premier tour. En septembre, pourtant, Jean-Christophe Cambadélis estimait que les positions extrémistes de Xavier Bertrand et Christian Estrosi empêchaient tout Front républicain. Ce matin, le patron du PS est beaucoup moins catégorique. Je n'exclus rien, mais ma pensée première est pour gagner le premier tour. Un Front républicain ressuscité, mais avec qui? À la gauche de la gauche, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas en entendre parler. J'estime que c'est mélanger les torchons et les serviettes, c'est violer le vote des gens, ma foi. Et de toute façon, les électeurs aujourd'hui font comme ils l'entendent, vous savez. Ils n'écoutent pas les consignes pour le deuxième tour. Quant aux Républicains, ils ne veulent ni fusion, ni désistement avec le PS. Quoi que fasse le Parti socialiste, ce n'est pas notre problème. Nous ne leur demandons rien. En aucun cas, nos candidats ne prendront langue avec... le Parti socialiste. Mais pour compliquer encore un peu les choses, le MoDem et l'UDI, alliés aux Républicains pour les régionales, plaident pour le Front républicain. Si on identifie un risque mortel, alors on s'engage. Et il revient aux responsables des courants différents du pays de dire qu'au deuxième tour, il faut voter pour celui qui pourra faire barrage au Front National. Et donc, comme nous l'avons fait au moment des élections départementales, on se positionnera, entre guillemets, département par département, c'était le cas à l'époque, région par région, demain. À un mois du premier tour des régionales, la stratégie des partis républicains face au FN reste floue. De quoi déstabiliser encore un peu plus leurs électeurs.
Yann Gallu, je vous pose la question directement. C'est vrai que c'est Manuel Valls qui dynamite un peu le système en disant qu'il faut qu'il n'y ait aucune région qui passe entre les mains du Front National. Alors, quelle est votre stratégie? Est-ce que vous entendez ce qu'il veut dire? Est-ce que ça implique directement que lorsque le Parti socialiste arrivera en 3e position, il y a un appel à voter pour la liste républicaine, pour la liste de Les Républicains? Est-ce que ça veut dire ça exactement? Alors, tout d'abord, la première des choses que nous, socialistes, nous devons faire, c'est que cette hypothèse ne se présente pas. Donc, on est aujourd'hui dans le temps de la campagne. On doit se mobiliser, on doit mobiliser la gauche, justement en pointant les enjeux de ce scrutin, que ça soit régionalement, le chiffon rouge du Front National. Ou non, le fait que nous devons gagner pour nous qualifier pour être au 2e tour. Aujourd'hui, on parle de beaucoup d'hypothèses. Il y a des sondages, certes, et je reviendrai sur votre question parce que je ne veux pas la fuir. Elle est centrale. Mais comprenez qu'en tant que dirigeant socialiste, en tant que membre du bureau national du Parti socialiste, je rejoigne Jean-Christophe Cambadélis sur le point, sur le fait que là, nous sommes en mobilisation. Et comme on sait que ça risque de se jouer à 1 ou 2%, eh bien, il faut d'abord que nous mobilisions notre camp. PACA, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, c'est deux régions où le PS est en difficulté, est en 3e position. Après, que peut-il se passer? Alors après, vous avez une vraie problématique. On ne doit pas balayer d'un revers demain le fait de connaître notre stratégie au 2e tour. Mais on a un choix cornélien à faire. Disparaître sur ces régions-là. Ne plus avoir d'élus dans les hémicycles. Ou faire élire le Front National. Et donc aujourd'hui, eh bien c'est vrai que les positions des uns et des autres évoluent au gré la vôtre, de la l'élu, situation le député. Et alors moi, ce que j'en pense. Il y a quelques semaines, je suis très franc avec vous. J'ai créé la Gauche Forte il y a maintenant 2 ans. Il y a quelques semaines, j'étais sur la ligne dans certaines régions, du maintien de nos listes. Et c'est aussi une problématique qui continue à se poser en PACA. En PACA, excusez-moi, mais moi, en tant que député socialiste, j'ai du mal à voir la différence entre M. Estrosi et Mme Marion Maréchal. Voilà, vous lancez le débat. J'ai du mal à voir la différence. Après, je suis aussi un homme politique national. Vous dites pareil pour Xavier Bertrand ou pas? Non. D'accord. Pour Xavier Bertrand, aujourd'hui, à mon avis, ça se pose plus en PACA que dans la région Nord. En ce qui me concerne, moi, vous m'avez interrogé personnellement. Donc ça veut dire on maintient les listes, il y aura des élus socialistes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, d'abord, notre position définitive, elle sera prise le soir du 1er tour, quand on aura fait le job pendant le dernier mois qui nous reste. On va avoir un bureau national extraordinaire du Parti socialiste le dimanche soir. Et on fera le point à ce moment-là. Moi, j'ai une position qui est de dire, peut-on se dire et se regarder dans la glace en disant on va avoir avec notre consigne une région Front National. Je pense que c'est extrêmement dangereux. On vous le reprocherait d'ailleurs, on dit mais Yann Gallu. Et ça serait contre-productif même pour nos électeurs. Mais il y a un autre élément, c'est qu'il faut aussi écouter, et ça revient un petit peu à ce qui était dit dans votre reportage sur la position de l'UDI, il faut aussi écouter ceux qui sont... Et du Modem d'ailleurs. Ceux qui sont en première ligne. Donc moi je serai très attentif à ce que les militants, à ce que vont nous dire les militants socialistes dans ces régions-là. On parle de 2 régions, il est important de les et une 3e il y a quelques et de ne pas leur imposer quelque part un choix national par rapport à une situation régionale. Vous en pensez quoi, Gilbert Collat? Une espèce d'idée comme ça que et tout devra être fait, cette petite phrase commentée, parce que c'est la guerre qui est déclarée au Front National. Oui, bon, ça c'est bon. Ce qu'a dit Emmanuel Valls est beaucoup plus grave sur un plan démocratique. Il a osé employer le mot effraction. Il a dit il ne faut pas que le Front National arrive par effraction. Mais depuis quand? Et là, vraiment, je pose la question avec, comme il dirait, le sens des valeurs républicaines. Comment peut-on parler d'effraction quand il y a un vote? Qu'il vous refuse d'ailleurs, il considère que vous n'êtes pas un parti républicain. Non, mais c'est ce qu'on va entendre pendant un mois. Non, mais d'accord, bon. Mais quand même, comment peut-il traiter le suffrage d'effraction? Enfin, je crois qu'il serait temps quand même que tout le monde rende au peuple son autorité. S'ils ont envie de voter pour nous, c'est leur droit tout de même. Que signifie ce choix qui n'est pas cornélien, je suis désolé, mais qui est courtelinesque, entre les Républicains, le Front National? On est dans une démocratie. Les électeurs votent comme ils ont envie de voter. Enfin, vous êtes au centre du débat politique. Attendez, ce que je trouve extraordinaire, c'est que on est non seulement au centre du débat politique, mais on entend même des représentants éminents et respectables du Parti socialiste dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre M. Estrosi
et Madame Marion Maréchal. Vous le pensez, vous aussi? Vous dites, après tout, Estrosi court après Marion Maréchal Le Pen? Estrosi, c'est un mou qui veut du muscle, quoi. Il fait de la gonflette. Voilà, bon, c'est tout. De temps en temps, il en lâche une, et puis il a même peur de ce qu'il dit, et il a l'impression qu'il a fait quelque chose, vous voyez. Donc c'est la copie. C'est Tartarin de Tarascon, quoi. Bon, qui est un très joli petite ville au passage. Hein, bon, voilà, bon. Et puis on entend décerner un brevet de mollesse démocratique à l'adversaire de Marine. Bon, c'est dire, ça devient ubuesque. Mais c'est ubuesque, ça veut dire quand même que non, mais les lecteurs, ils voteront contre vous, ils s'allieront avec la droite. Alors, j'entendais tout à l'heure, mais non, quand même. Je veux dire, il faudrait qu'on arrive à un seuil de maturité démocratique où on laisse faire les lecteurs. Et je suis d'accord avec mon contradicteur. C'est pas parce qu'on va donner des mots d'ordre aujourd'hui, avec la maturité politique des Françaises et des Français, qui vont le suivre. Je dirais même que cela risque de produire l'effet inverse. Moi, ce qui me fait marrer, c'est la colique républicaine dont ils sont tous pris, quoi. Bon, ils sont paniqués, mais le jeu démocratique nous amènera au pouvoir parce que, malheureusement, vous n'avez pas réglé les problèmes. Les problèmes ne sont pas réglés. Je ne pense pas que vous les réglerez. Hein. Ah mais ça, donnez-nous l'occasion. Donnez-nous l'occasion. Donnez-nous au moins l'occasion. D'internautes, notamment en matière économique. Non mais donnez-nous. Et donnez-nous. Vous ne réglerez aucun problème des Français. Le vôtre, il est remarquable. Chapeau. Chapeau bas, vous avez un programme économique génial. La France n'a jamais été autant dans la merde qu'aujourd'hui. Chapeau, plus de 2000 milliards de dettes, un nombre incontrôlable de chômeurs. Mais chapeau. Pas en sortant de l'euro et en faisant non, mais c'est en restant dans le bateau qui coule. C'est en restant dans le bateau qui coule. Chapeau, vraiment. Vous pouvez donner des leçons d'économie à tout le monde. Je pense que sur cette question-là, vous avez un programme qui est tellement catastrophique pour la France. mais quel état vous avez mis la France? Attendez, mais notre programme n'est pas catastrophique. Les présidentielles vont arriver, on va avoir l'occasion, dans toutes sortes de débats, de s'en expliquer et de vous confondre. Mais comment avez-vous, je vous le dis vraiment gentiment, l'outrecuidance de parler de programme économique, vous qui avez mis le pays dans la situation catastrophique. Il y a quand même une stratégie économique menée par Manuel Valls, par le président. Il y a les choix, il y a le CICE qui décolle. On dit qu'on arrive à tenir tête aux Allemands, là, c'est aujourd'hui. Mais tout ça, non, ça marche pas. Interrogez les yeux, enfin écoutez. Bon. Non, vous n'y croyez pas. Mais je n'y crois pas. Non, mais c'était des chiffres, c'est sérieux. On verra. Moi, vous savez, si demain, la situation économique de la France se redresse, je serai le premier. Le chômage a un peu baissé. Moins 23 800. On n'intègre même pas les DOM. On ne tient pas compte des catégories B et C. Ce sont des emplois aidés qui ont permis cela. Enfin, il faut quand même être... Je serais heureux de pouvoir dire bravo, Monsieur Hollande. La France va mieux. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que la France aille mieux. Dominique de Montvalon, juste ce vote, c'est pas un sondage, JDD, parce que je voulais quand même que vous le découvriez, évidemment. Vous êtes concerné au premier chef par le vote du JDD.fr. Souhaitez-vous que le Front National remporte une région à 70%? Ils disent oui, c'est votant, et non à 30% sur 1630 votants. Je prends acte de ce résultat et il confirme la prudence qu'il convient d'avoir lorsque des sondages ponctuels sont faits, notamment sur les sites web. Voilà. Vous en pensez quoi, vous, Dominique de Montvalon, sur ce débat pas du sondage. Non, mais je voulais vous le présenter sans que vous le commentiez forcément, parce qu'en l'occurrence, c'est pas un sondage. Dès qu'il y a un sondeur, il me tire les oreilles en disant attention, c'est pas un panel, ça n'a pas été. Les sondages sont des votants. Ce sont des cliquants. Et Dominique de Montvalon. Si je pouvais, moi je les interdirais les sondages. Bon, c'était pas un sondage, ça tombe très bien. Parce que je trouve. On interdit trop de choses aujourd'hui. Non, mais attendez, je trouve que ça devient. Non, mais faire de temps en temps des sondages, oui. Mais mettre le thermomètre des Français en permanence, je trouve que c'est abusif. Dominique de Montvalon, juste. Ça devient une perversion de la démocratie. Par rapport sur cette stratégie qui pose souci. Moi, j'ai lu Luc Carvounas, qui est un proche de Manuel Valls, qui dit à peu près l'inverse de ce que dit Manuel Valls. Parce que Manuel Carvounas, il dit je ne souhaite pas que les camarades présents au premier tour dans un scrutin proportionnel se retirent. En un mot, il y a une vraie angoisse d'imaginer comme en 98. J'ai repris en 98 ce qui s'était passé dans toutes les régions. C'est vrai que ça avait été un sacré pataquès. Et c'est vrai que pas mal d'élus de droite avaient permis, en se ralliant et en se sacrifiant. Est-ce que c'est la même situation qu'il faut avoir au nom de surtout pas de Front National? Attendez, je vous dis ce que je ressens. La première chose, c'est que personne ne peut savoir dans un mois ou 5 semaines ce que sera la situation qui va sortir des urnes au premier tour des régionales. Je pense que beaucoup de Français sont aujourd'hui complètement déconcertés des discussions qui ont lieu sur les hypothèses de retrait ou pas entre les deux tours, parce qu'ils prennent tout juste conscience qu'un scrutin important, celui des régionales, va avoir lieu dans 5 semaines. Oui, c'est tout frais.
Et j'ajoute à l'intuition politique, on peut la revendiquer avec modestie, qu'il me paraît aussi plausible que le Front National progresse encore le jour du scrutin par rapport à ce que lui accordent les sondages, aussi plausible que le fait qu'il régresse et qu'on s'aperçoive qu'il y a une manifestation qui est d'abord sondagière avant d'être éventuellement dans les urnes. Deuxième chose, juste deux. Il n'y a pas de contradiction entre l'attitude, me semble-t-il, je dis comme observateur, entre l'attitude de Manuel Valls et celle des différentes têtes de liste. Les différentes têtes de liste, alors là on parle de la gauche, hein, je dis ça sous contrôle, monsieur le député. Les différentes têtes de liste, elles ne veulent pas commencer à rentrer dans des hypothèses de retrait ou désistement. Ce serait s'avouer aujourd'hui battu. Oui, c'est une dynamique négative. Non, mais je reprends. C'est logique. Je vous dis que les deux choses sont complètement logiques. C'est donc complètement logique qu'il refuse ce débat-là. Le débat est là. Ah oui. Le débat est là. Non, sinon, il tue la campagne. Le débat, il y est. Ce débat, il est amené par qui? Il est amené par Manuel Valls. Oui. D'une part, il y a un problème de posture, enfin, il y a une posture politique de Manuel Valls pour aujourd'hui et pour après-demain. Oui, et on pour va en parler. et il se réfère aux valeurs de la gauche telles qu'il les vit et qu'il les incarne, mais il y a aussi un aspect tactique. Me semble-t-il, sous votre contrôle. Oui, mais il est toujours là. C'est que oui, il est toujours là, bien sûr, mais sous votre contrôle plus que sous le contrôle de Gilbert Collard. Dans le cas précis. Ok, d'accord. Mais j'ajoute juste. Non, mais vous me semblez être contrôlable. Moi? Oui, totalement. Terminez votre deuxième idée. Parce que alors il y a un autre aspect en dehors de ça, ce qui est un aspect tactique. C'est-à-dire que les candidats socialistes peuvent difficilement, même s'il y a du mieux sur le front du chômage, peuvent difficilement se présenter devant les électeurs dans une situation qui est anxiogène et qui les désespère, beaucoup d'entre eux en tout cas, sur la base du bilan actuel de François Hollande et du gouvernement. Et donc, c'est une façon, en lançant ce débat pour Manuel Valls, c'est une façon de donner un thème qui lui apparaît à tort ou à raison comme plus porteur, et aussi de mettre la pression sur ceux qui, à gauche, ont refusé l'union. Les écologistes, le Front de gauche, etc. Pour leur dire, mais c'est à eux qu'ils s'adressent d'une certaine manière, plus pour le moment qu'aux Français. Et cela étant dit, est-ce que c'est bien le rôle... Alors, vous avez raison, mais est-ce que c'est bien le rôle d'un Premier ministre? Je pose la question. Il descend dans l'arène, il essaie de faire bouger les lignes, il essaie de mobiliser. Il pourrait un peu du pays, non? Denis Pingot, c'est un débat politique, mais le débat le regard du communicant, c'est vrai que Manuel Valls, comme ça, descend avec un air autoritaire dans une interview au Bondi Blog qui a été filmée, on l'a vu. Il a tout le temps l'air autoritaire. Il n'a pas été pris par surprise. Voilà, il le dit. Comment vous décryptez cette stratégie? C'est l'idée de mobiliser l'électorat, c'est de créer un électrochoc. Il y a eu le référendum qu'on a vu passer il y a une quinzaine de jours. Voilà, c'est quoi la stratégie? Mobiliser l'électorat, lui faire peur? Oui, il y a certainement un effet qui consiste à faire en sorte que les élections générales, qui sont marquées généralement par une très forte abstention, mobilisent un peu plus les électeurs que ce que donnent à voir les sondages. Les sondages, on peut toujours les critiquer ou dire qu'ils n'ont aucune importance à un mois de scrutin. Les sondages, grosso modo, ils disent en gros ce qui va se passer. Donc, ils se trompent quelquefois, mais... Ils donnent une grande ligne comme ça. Une tendance. Donc, les sondages nationaux dont acte. Le sujet de la possibilité pour le Front National de remporter la région PACA et la région Nord-Pas-de-Calais est un vrai sujet, et il est probable, peut-être pas, mais il est probable aujourd'hui que c'est la configuration dans laquelle on sera. Bon. Donc, en termes de communication, la posture du Premier ministre, c'est effectivement une posture de mobilisation de l'ensemble de l'électorat de gauche. Mais le problème que ça pose, parce que ça rouvre le débat sur le Front républicain, les deux problèmes sont les suivants. Le premier, c'est que dès qu'on prononce le mot ou qu'on laisse entendre qu'on est partisan d'un Front républicain, implicitement, on renforce la position du Front National et le discours du Front National, puisque le Front National considère, à tort ou à raison, ça dépend où on se situe, dans quel bord politique on se situe, que précisément le Front républicain, c'est l'expression de ce qu'ils disent, l'UMPS. Et donc, plus on va dans ce sens-là, plus on donne, en quelque sorte, du grain à moudre aux électeurs qui, pour des raisons diverses ou variées, entendent manifester par une forme de protestation ou d'acte électoral, voter Front National plutôt que voter pour un parti, en l'occurrence le Parti Socialiste ou d'autres partis, les Républicains. Et le deuxième point? Deuxième point, c'est que, en termes de communication, la vraie question, c'est de s'interroger pourquoi les électeurs votent Front National
en tout cas au vu des sondages, à ce niveau-là. Pourquoi cette attirance pour ce parti? Traditionnellement, on oscille quand on est plutôt du côté, entre guillemets, républicain ou du côté de la gauche, dans l'idée que, d'une part, le parti Front National est un parti d'extrême droite, donc on laisse entendre que les électeurs sont des électeurs d'extrême droite. Je pense que c'est une hypothèse, 2012, une hypothèse erronée. Oui. On dit souvent que ce vote est un vote protestataire, un peu de désespérance, au vu de résultats qui ne viennent échec pas, économique, économique, social, ce qui est en partie vrai. Moi, mon hypothèse, c'est qu'il y a aussi dans le vote Front National un vote qui ressort d'un sentiment qui est quelque part, on ne nous entend pas, on n'est pas écouté, et qui révèle un sujet beaucoup plus profond qui est la crise démocratique que l'on vit, qui n'est pas simplement une crise institutionnelle sur 6e République ou pas, mais qui est le fait qu'aujourd'hui on vit dans une société où tous les citoyens ont des capacités d'information gigantesques, surinformation même grâce à Internet, mais ont le sentiment de ne pas être en mesure de contrôler, de peser, de donner leur avis, d'être écouté, d'être entendu. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Il y a une crise démocratique profonde, et cette crise démocratique profonde, elle explique en partie le vote Front National. Et donc, en termes de communication, le sujet n'est pas de dire Front républicain ou extrême droite. Il est de réfléchir et de faire comprendre et de proposer des solutions, des pistes qui soient comment réunifier, comment ressouder, comment retricoter la démocratie dans le pays, qui est vécue aujourd'hui comme très difficile et comme le sentiment qu'il y a des populations aujourd'hui abandonnées. Juste, je vous faire écouter ces 3 réactions et vous répondez juste après Yann Gallut. Vous allez voir, c'est exactement le débat. Question posée sur ce front républicain, parce que c'est un sujet important qui va, à mon avis, occuper l'actualité pendant plusieurs jours et plusieurs semaines peut-être. Écoutez ce qu'en pensent les députés de l'opposition et de la majorité, Valérie Brochard et Camille Vigogne les ont interrogés. Écoutez-les. Moi, je ne prépare pas de second tour avec des fronts républicains tant que le premier tour n'a pas été joué. Et je le dis, c'est dans la capacité de la gauche à se mobiliser et à être, comme elle l'est aujourd'hui, le meilleur rempart contre l'extrême droite. Le Premier ministre n'a pas parlé de front républicain. C'est vous qui en faites une interprétation. Le Premier ministre a dit qu'il fallait tout faire. Et parmi tout faire, c'est placer la gauche suffisamment haute parce qu'il n'y a pas d'autres solutions et alternatives pour empêcher le Front National et l'extrême droite au pouvoir de cette région si importante et qui ne mérite pas ça. Est-ce que c'est l'esprit des institutions que d'enlever une liste pour essayer de faire des calculs de cette nature? Ça ne fonctionnera pas. C'est l'institutionnalisation de l'UMPS. L'UMP, les Républicains aujourd'hui, on n'est pas d'accord avec ça. Moi, j'appelle à tout faire pour que les Républicains gagnent dans le plus grand nombre de régions. Donc, ça veut dire? Pour que les Républicains gagnent dans le plus grand nombre de régions. Yann Gallut, ça reste, évidemment, les choses vont s'affiner au fil des sondages, de la campagne, mais ça reste très confus finalement, parce que la réalité très concrète du terrain, c'est de se dire qu'un certain nombre d'élus qui ont aujourd'hui un siège dans un hémicycle régional peut le perdre potentiellement, ne plus être élu démocratiquement au profit d'un parti qu'il combat normalement. C'est difficile. Recadrons aussi les choses. Non, mais c'est d'un point de vue pragmatique, c'est ça la réalité. Recadrons aussi les choses. On parle de 2 régions sur 13. D'accord, donc il y a 11 régions, je l'espère, sur 13 où ce cas de figure ne se présentera pas et on n'aura pas cette problématique-là. Et ça concerne aussi des électeurs qui sont eux aussi dans ces régions. La France, c'est pas que le Nord-Pas-de-Calais et PACA. Mais, je le dis, je ne méconnais pas la problématique et la difficulté. Moi, je vous le dis aussi, je le pense depuis, j'avais fait une tribune là-dessus, de toute façon, le Front républicain n'existe plus. À partir du moment... Il y a eu Nini, on peut en parler aussi. À partir du moment où, à l'époque, l'UMP, poussé par Nicolas Sarkozy, a dit de toute façon, ni l'un ni l'autre, ni PS, ni PS. 98, c'est vrai, la droite avait quand même plutôt s'était ralliée avec les socialistes pour battre. Ça a été plus compliqué que ça, parce qu'il y avait des régions où il y a eu aussi des alliances. Rappelez-vous, notamment en région centre. Région centre, en effet. Donc à partir du moment où l'UMP, enfin les Républicains disent ni PS ni Front National, eh bien de toute façon le Front républicain il est mort. Et puis deuxièmement, nous on a un autre problème, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où nos militants socialistes nous disent mais quelle est maintenant la différence avec une partie des Républicains et le Front National. Donc on est confronté à cela. Moi, à la limite, je parlerai plus de vote républicain ou de désistement républicain. Mais à l'intérieur de ça, de quoi parle-t-on? Et de quoi parle-t-on? Est-ce que, parce que certains de vos collègues journalistes posent des questions qui vont extrêmement loin sur le fait que est-ce qu'il peut y avoir une fusion de listes entre le PS et les Républicains pour battre le Front National techniquement? Moi, personnellement, je vous le dis, j'y suis totalement opposé. Parce que c'est envoyé là un message pour toutes les régions ou dans certaines régions? Non, j'y suis opposé. Je préfère à la limite qu'on pousse jusqu'à retirer totalement
notre liste plutôt que de faire une fusion technique pour garder quelques postes dans une région en donnant l'image que justement l'UMP et le PS c'est la même chose, alors que ce n'est pas la même chose. On le voit tous les jours dans les débats qu'on a à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle. Il n'y a pas de lecture de programme commun entre le Parti socialiste le seul et les Républicains. Élément qui vous unirait, c'est battre le Front National, si je vous entends bien. Il n'y aurait pas d'élément républicain commun, il n'y aurait que cette volonté de battre le FN. Quand vous allez sur une liste ensemble, c'est quand même que vous partagez un projet politique. Moi, le projet politique ne peut pas... Je termine. Ne peut pas se résumer à dire, voilà, on va faire battre le Front National. Donc, moi, je préfère faire battre le Front National dans certaines régions avec une liste, en laissant la place, je dirais, aux Républicains et à qu'ils assument leur politique. Donc vous voyez, c'est une géométrie variable en fonction des régions. Que de faire une alliance avec eux. Gilbert Collard, vous en pensez quoi? Front républicain, le Nini, il y a eu Nicolas Sarkozy, là qui reste assez silencieux finalement. Que vous êtes faible pour en arriver à raisonner de cette manière-là, que vous êtes faible. Il y a aussi une question qui se pose, c'est et si des Républicains nous appellent à l'aide? Alors ça, il faudra que les Républicains répondent. Si certains Républicains nous appellent à l'aide. Vous le dites parce que vous avez aujourd'hui des mains tendues ou c'est une hypothèse? Les mains sont invisibles en politique. Les mains sont... Mais elles sont là. Je ne sais pas, elles sont invisibles, mais c'est une hypothèse aussi qui peut se poser. J'écoutais tout à l'heure... C'est-à-dire prendre langue, comme disait Sébastien Huyghe, il y a des élus, les Républicains qui, aujourd'hui, sont décomplexés. Qui vous dit qu'un élu républicain, demain, qui aura besoin de notre soutien pour se faire élire, ne viendra pas nous demander ce soutien? Qui vous le dit? J'écoutais tout à l'heure sur une chaîne concurrente que je ne nommerai pas. Bien sûr. Un député du Gard, M. Pratt, je crois, ou Prat, qui félicitait M. Fournier, qui est un sénateur maire de Nîmes, d'avoir fait élire au conseil départemental les socialistes. Voilà l'argument qui est utilisé, quoi. Bon, il y a des gens de l'UMP aujourd'hui républicains qui ont pu faire élire des socialistes. Comment vous expliquez cette détestation, et je mets des guillemets, des partis qui se considèrent républicains contre le vôtre, celui que vous incarnez? Est-ce qu'aujourd'hui vous dites on est devenu la troisième force, une force démocratique? Soyons clairs, attendez, mais c'est le débat qui va avoir lieu. Mais ils savent très bien que si on arrive au pouvoir, il va y avoir une rupture dans le commerce politique. Ils s'entendent, je ne parle pas pour vous, mais ils s'entendent à merveille, ils s'organisent de manière... Dans les régions, vous voulez dire? Regardez à Nîmes ce qui s'est passé, Fournier pour négocier des places ici ou là-bas, à Saint-Gilles, le maire s'est fait élire avec les voix socialistes. Bon, c'est-à-dire qu'ils se démerdent comme ça, ils se débrouillent de sauver des places. C'est pas le cas de tous les socialistes, parce qu'il y en a qui ont une rigueur idéologique que personnellement je respecte. Même ils s'opposent, ils vous combattent. Oui, je respecte. Mais il y a un duel. Mais il y en a d'autres qui sont des magouilleurs. Mais c'est de la tambouille. C'est de la tambouille. Bon, alors autant j'ai du respect pour le socialiste qui est rigoureux, autant j'ai un profond mépris pour celui qui magouille, qui essaye de sauver une mairie. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Dominique de Montvalon? Pourquoi ça vous... Mais il ne peut pas être d'accord. Non, mais j'ai envie de comprendre. Je sais pas pourquoi je... Enfin, bon. Il ne peut pas être d'accord. J'ai vu la chose que vous avez fait quand vous avez vu le sondage. C'est pas un sondage. C'est un vote. C'est un vote. Mais attendez, Maître Collard, ne me mettez pas mal à l'aise. Je vous le dis très pas. Mais vous ne voulez pas, mais non plus, je ne veux pas. Je vais vous dire une chose. Les électeurs trancheront au-delà des sondages ponctuels, nationaux ou régionaux. Et ils trancheront, c'est ce que vous avez dit. Au moins sur ce plan-là, nous pourrons être d'accord. C'est la loi de la démocratie. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette idée qu'il y a un peu de tambouille, un peu de cuisine? Je vais dire, ce qui me met mal à l'aise dans la... Mais voilà, comme observateur... ce qui me met mal à l'aise, comme journaliste, pardon, c'est plus clair. C'est un observateur aussi. C'est un observateur, évidemment. Et on peut être observateur sans être journaliste. Un nouvel observateur ou un ancien observateur, les deux peuvent aller. Ce qui me met mal à l'aise, c'est votre façon, Maître Collard, de tout ramener à la tambouille. La tambouille, elle existe. C'est réel. Mais vous savez de quoi je parle quand même. Non, mais je sais. Mais attendez, je suis pas né de la dernière pluie. Je parle. Il y a, parce que la question qui était posée, c'est de savoir pourquoi certains partis, certains leaders politiques s'opposent au Front National. Alors, on peut ne pas être d'accord avec leur analyse, mais il y a dans leur opposition une vision de l'avenir français et la perception qu'ils ont des logiques que vous voulez mettre en œuvre vis-à-vis de l'Europe, et je décline pas, on n'est pas là, je suis pas... Bon, mais dans une stratégie globale... C'est trop facile. Pardon, vous êtes décevant.
C'est trop facile d'en ramener à une réalité qui a toujours existé et qui est aujourd'hui à droite, à gauche et à l'occasion à l'extrême droite, ou en tout cas au Front National, parce que vous n'aimez pas Mais vous avez aussi la cuisine, c'est ce qu'il vous dit. Je voudrais répondre. Chacun a sa cuisine, Gilbert Collard. Un mot d'observation. D'abord. Et Denis Pingot, parce que je vais lui faire entendre quelque chose. Je faisais observer une chose qui vous indique, je me demande pourquoi, je ne sais pas. Non, mais c'est de la palissade. Ça vous met mal à l'aise. Quand je parle de tambouille, rien ne devrait vous mettre mal à l'aise, vous n'êtes pas concerné. Je ne vois pas en quoi vous vous sentez concerné. Maître Colère, vous ne parlez, quand vous décrivez la situation politique, que de tambouille. Mais non, pas du tout, je n'ai pas dit ça. Allez au-delà. Je n'ai pas dit ça, c'est vous qui êtes complètement tambouillé là-dedans. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, une seconde, j'ai dit... Républicain ou pas? Vous ne m'impressionnez pas, vous croyez que je cherche à vous impressionner? Vous croyez que vous êtes suffisamment important à mes yeux pour que je vous Non, je suis dérisoire. Bon, mais vous n'êtes pas dérisoire. Mais n'en faites pas une affaire personnelle. Adressez-vous à ceux par pitié, on se connaît. N'en faites pas une affaire personnelle. Bon, on s'est connus à une époque. Je vous ai connu radical socialiste. Moi, je vous ai connu bien emmerdé. Je vous ai connu bien emmerdé. Bon, alors, ne revenons pas sur un passé. Radical socialiste. Bon, d'accord. Bon, voilà. Alors. Bon, et moi, je l'ai connu dans d'autres circonstances. Alors, chacun reste sur son passé. Ce soir, c'est le grand déballage sur ce plateau. Attendez, non, mais je veux dire, moi, ça me fait marrer parce que j'ai traversé toutes les péripéties. Et je connais beaucoup de monde et beaucoup de choses. Bon, mais quand je parle de tambouille, je ne vois pas pourquoi ça le fait réagir à ce point. Et vous dites que c'est vrai aussi au Front National. Mais de toute manière, un mot et je me tais. Non, mais je me tais volontiers pour écouter les autres. Je veux dire que on observe qu'il y a deux catégories d'hommes politiques. Ceux qui ont une logique idéologique que je respecte. Et qui peuvent changer d'opinion sans être des traites, ce qui a été mon cas, parce que j'ai été écœuré par le radicalisme et par certains hommes. Bon, et il y en a d'autres qui varient, et cela je ne les supporte pas. Je respecte sa position, je ne respecte pas la position de Prat, qui dit il faut s'allier avec Fournier pour se faire élire. On a compris, tout, la voilà. cuisine, bon, ça c'est de la tambouille. Les arrangements. Je ne vois pas pourquoi vous m'agressez. Denis Pingot, sans s'énerver, attendez, bon, vous vous connaissez depuis longtemps. Attendez, bon. Je vous agresse pas. Voilà, Yann Gallu, regardez comme Yann Gallu est calme, Denis Pingot attend la question et c'est formidable. Juste avant cette question, on aura Harold, je voulais vous le présenter, il va nous parler dans quelques instants, c'est une sentinelle. Juste écoutez ce que dit Valérie Pécresse. Juste après, il y a l'émission Question d'info, animée chaque semaine par Frédéric Aziza. Et Valérie Pécresse a une petite idée, parce qu'évidemment c'est la tête de liste Les Républicains à Paris, en Ile-de-France. Elle a une petite idée quand même sur cette campagne nationale, sur ce qui se passe. Écoutez-la et je vous fais réagir juste après Denis Pingot. Le rêve du gouvernement, c'est de zapper l'alternance réelle que nous représentons. Parce que, je vais vous expliquer, le Front National vit des problèmes. Le Front National refuse des solutions. Je crois qu'aujourd'hui, la seule chance pour le Parti socialiste de s'en sortir dans cette élection régionale, c'est de faire monter le Front National. Et ça se voit dans toute la façon dont il se comporte. Il ne parle que du Front National. Il installe le Front National comme le seul interlocuteur et comme le régulateur de cette élection. Alors, Denis Pingot, c'est une question importante, parce qu'à chaque élection, alors il y a eu les départementales, il y a eu cette question, là arrive, et puis à la présidentielle, on dira pareil. Est-ce qu'on fabrique comme ça le Front National avant chaque élection? Une séquence très récente, qui est la séquence de la semaine dernière à propos du Front Républicain. Valérie Pécresse a la mémoire courte, parce que, à ma connaissance, Nicolas Sarkozy a accédé à la demande de Jean-Christophe Cambandélis, si j'ai bien compris, d'une démarche conjointe auprès du CSA pour obtenir certains aménagements à l'émission des paroles et des actes. Qui d'ailleurs a été annulé finalement. Chacun a le droit de saisir le CSA, et c'est le jeu démocratique, mais le fait de rendre public, le fait de le faire conjointement, évidemment, a provoqué le ramdam qu'on connaît. Suite à ça, cet affichage de ce qui est apparu comme le Front républicain, et donc une opération de communication au Front républicain, a offert un boulevard à Marine Le Pen pour faire son propre coup de communication, qui est un coup génial, qui consiste à dire, après avoir fait monter la pression, etc., de dire j'y vais pas, de dire je n'y vais pas. Et pourquoi c'est un coup de communication très fort? Parce qu'au fond, elle avait intérêt à ne pas aller s'exposer devant 5 millions de téléspectateurs à la contradiction. Pourquoi? Parce qu'elle est actuellement portée, en tout cas au niveau de sa région, par des sondages qui sont très favorables, et que donc, elle n'a pas du tout intérêt à s'exposer à des débats contradictoires qui auraient pu... Le débat a eu lieu. Le débat n'a pas eu lieu, puisque l'émission a été supprimée. Il a eu lieu... Non, mais l'émission des PDA, l'émission des PDA a eu lieu sur une chaîne beaucoup plus confidentielle. Des PDA est née, et donc c'était un coup de com' qui a abouti à quoi en termes de communication, qui fait qu'on ne parle que du Front National depuis 4 jours, que le Premier ministre monte au créneau, etc. Et donc,
cette opération qui était censée être une opération conjointe pour tenter d'enrayer la montée du Front National ou de faire valoir aux électeurs l'idée que Marine Le Pen était traitée de façon trop favorable dans une grande émission débat dans la presse, hein, c'est vrai à la télévision, se retourne complètement son contraire. Parce que le Front National a très bien joué le coup de communication derrière, qui consiste à dire bon ben on n'y va pas, et en plus avec un intérêt propre à Marine Le Pen, qui au fond avait tout intérêt à ne pas forcément avoir un débat qui aurait pu être un débat rugueux. Yann Gallu, Valérie Pécresse, on est dans le paradoxe total. Paradoxe, parce que c'est vrai que sur un coup perdu, elle récupère finalement, elle reprend comme on dit la main, mais Valérie Pécresse dit c'est assourdissant, les socialistes remettent le Front National, le font gonfler. Est-ce que c'est une théorie qu'on entend régulièrement, dont on parle souvent sur ce plateau, et pour ces régionales, c'est vrai qu'on parle beaucoup du Front National, Yann Gallu. Moi je pense que Valérie Pécresse panique en disant ça. Elle panique parce qu'elle est confrontée à la réalité de la campagne de Claude Barthelone, mais quand même sur le fond, aujourd'hui il faut voir la vérité en face. On est rentré dans une phase, depuis 2 ans, le cadre politique a explosé. On est maintenant dans le tripartisme. Et il faut quelque part l'assumer et s'y confronter. Moi, j'ai fait les départementales aussi dans mon département. Donc vous êtes un politique pragmatique, là, Yann Gallu. Vous dites, voilà, le Front National, il est là, il pèse. Il y a aujourd'hui, le Front National existe. C'est une réalité dans notre pays qu'on peut situer entre 20 et 25%, peut-être même un peu plus. La droite républicaine ou les Républicains est à 35%. Et le total de la gauche est à 40%. C'est le total, parce que la gauche est bien émiettée. Le total, non mais c'est compliqué. Le total de la gauche. Et on l'a vu dans les seconds tours où il y avait des triangulaires. Donc on rentre dans une phase, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je constate. Oui, ça c'est effectivement les chiffres que l'on a. Que le Front National fasse partie du débat et justement renforcé par le fait qu'il y a peut-être une possibilité qu'il gagne 2 régions et non pas des moindres, c'est normal que ça fasse partie du débat politique. Mais nos réponses à nous, elles doivent être justement à la fois de mobiliser notre camp en disant pour éviter cela, eh bien, votez dès le premier tour. C'est compliqué votre camp, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, il n'y a rien à vendre, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de réussite. Ce sont des élections régionales. C'est compliqué. Oui, mais là où personne ne sait trop ce que font les régions, en plus. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'on a des candidats, que ce soit en région centre ou partout d'ailleurs, où nos candidats ont un bilan à faire sortir et sont sur le terrain pour convaincre les électeurs. Et moi, je ne dirais pas qu'à un mois des élections, il sans alliance à gauche, Yann Gallu, il faut le rappeler. Il peut y avoir des tendances qui s'inversent, où il peut y avoir... On est à 1 ou 2 points. On est à 1 ou 2 points dans toute une série d'endroits, notamment en région Île-de-France. Mais est-ce qu'en diabolisant le Front National... On ne diabolise pas le Front National. Prenez les muscles. Moi, je ne diabolise pas le Front National. Le Premier ministre essaye de le faire quand même. Je dis, voilà... Alors, attendez. Il y a la règle démocratique qui est de dire, il y a des élus, vous en avez fait partie, alors je ne sais pas si vous avez été en triangulaire ou pas, mais vous avez été en triangulaire, vous étiez le premier de la triangulaire. Bon, mais vous êtes légitime à représenter votre circonscription. Mais on peut nous aussi se dire, eh bien, pour éviter ce que nous pensons comme un danger, nous nous retirons ou nous appelons à voter pour un autre candidat. Ça fait aussi partie du jeu démocratique. Et je respecte autant votre élection en ayant cette position-là. Yann Gallu. Parce que vous avez été élu dans ce cadre-là. Je ne voudrais pas qu'on se quitte, parce qu'on ne va pas se quitter tout de suite, sans avoir écouté Harold qui est venu et qui est souvent une sentinelle, qui était un inhabitué, puis il avait disparu pendant 1 an, donc il revient, je le salue. Harold, vous êtes un militant Les Républicains, vous étiez il y a 1 an un militant UMP, vous êtes passé chez Les Républicains, parce que le nom a changé. Vous en pensez quoi, vous, Harold, de ce débat? Est-ce que vous situez comme Yann Gallu, en considérant que le Front National est un parti comme les autres, il a pris sa place dans le paysage au fil des élections. Il a pris sa place dans le paysage. Voilà. Et quand c'est une réalité qu'on doit... Voilà. Pour moi, c'est pas un parti comme les autres. Même s'il y a peut-être des gens qui peuvent... Je suis pas comme les autres. Harold, allez-y, parce que je retire ma question qui était mal posée, si j'ai bien compris. C'est un parti comme les autres, le Front National, pour faire simple? Je veux juste revenir sur le coup de com' qu'a fait Marine Le Pen il y a 3 jours. Et il faut aussi parler du coût économique. La déprogrammation de l'émission, c'est 400 000 € qui est supporté par nous tous contribuables. Donc faut aussi le noter. Ensuite, c'est une série américaine. Je suis d'abord un citoyen comme vous tous qui nous regardez, qui est profondément attaché à la démocratie. Et nous savons plus particulièrement en ce moment à quel point celle-ci est précieuse. Alors imaginez que 30% des Français puissent avoir 1, 2 ou 3 régions qui leur appartiennent, ne me choque pas du tout. Et puis ça sera aussi intéressant de constater dans les régions frontistes, qu'est-ce qu'ils proposent
comme solution. On verra éventuellement qu'il n'y a pas de solution miracle, de la même façon qu'on a pu constater que, pour ce qui est des socialistes, aujourd'hui, depuis 2012, il y a 1 106 000 chômeurs de plus, ou alors chez les jeunes comme moi, 2 points de chômage en plus qui correspond à 25%. Dominique de Montvalon, juste, je veux qu'on parle de François Hollande, parce que lui aussi est non pas rentré dans l'arène, descendu dans l'arène, mais il est plutôt monté au front pour faire un vilain jeu de mots. Quand même, ce que nous dit ce militant, les Républicains, qui est un militant engagé, il dit bah, moi ça me choque pas. Voilà, ils peuvent avoir une région, on les verra à l'œuvre. Et c'est une petite démocratie. Cette petite musique Gilbert Collard, on l'entend beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez, Dominique de Montvalon? L'idée, c'est qu'après tout, ils n'ont pas exercé le pouvoir. S'il veut dire qu'il s'inclinera comme tout le monde devant la loi de la démocratie, c'est-à-dire le résultat qui sortira des urnes, il a raison. Qui ne lui donne je suis pas sûr qu'il ait vraiment voulu dire ça. Non, mais je sais pas, j'ai pas très bien, totalement. Harold, saisi, revenez 2 secondes. Qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement? Parce que la tentation, c'est de se dire, tiens, il y a une porosité comme ça entre les Républicains et le Front National. Qu'est-ce que vous dites exactement? Ce que je veux dire, c'est que je suis absolument pas frontiste, mais le Front National a parfaitement sa légitimité à représenter 30% des Français. Et je suis d'abord un ami ou un amoureux de la démocratie. Et s'il y a des élus du Front National, cela ne me dérange pas. Et je trouve ça au contraire normal, s'ils représentent 30% des Français, qu'il y ait 30% de représentants. Bon. Et Dieu sait que je ne suis pas frontiste. Hein. C'est plus clair, Dominique de Montvalon, ou pas? Sur cette question qui sera posée sur une porosité. On l'a dit de Christian Estrosi. Sur des problèmes de stratégie. Non, on l'a dit pour Christian Estrosi par rapport à Marion Maréchal qui courait derrière elle sur les mêmes idées. Il y a une, je ne parle pas de notre intervenant à l'instant, mais il y a une nervosité ou enfin une gravité des enjeux parce que évidemment derrière les élections régionales, on aura très vite l'élection présidentielle. Et justement, je voulais y arriver. Et il y a une complexité de la situation parce que en dehors de tous ceux qui avaient déjà réuni Marine Le Pen au sein du Front National, ça faisait déjà beaucoup de monde, on s'aperçoit, au travers parfois des enquêtes d'opinion, on s'aperçoit que les affluents qui viennent à la fois de la droite, parfois de la droite républicaine pour être très clair, et aussi de la gauche. Je ne veux pas compromettre Denis Pingot, mais je suis très d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce sont des gens qui ne se sentent pas représentés, qui ont le sentiment même qu'on les oublie ou à la limite dans le comportement que l'ensemble des politiques ont vis-à-vis d'eux, qu'on les humilie, enfin qu'on les prend. Ça peut redonner un effet inverse. Alors je veux simplement dire une chose par rapport à tout ce dont nous parlons, c'est que c'est extrêmement le problème de stratégie, de désistement et tout. Le Front républicain, il y aura pas de fusion de liste d'abord, ça c'est totalement exclu. Okay. Mais enfin bon, des désistements peut-être, on verra. Terminé. Mais ça rend la chose extrêmement complexe. C'est-à-dire les sources qui nourrissent aujourd'hui la progression du Front National sont d'une nature telle que l'idée de dire que quelqu'un pourra taper sur la table et dire il faut faire ci, il ne faut pas faire ça... L'intelligence des électeurs, disait tout à l'heure le député Cuvillier. Les choses deviennent complexes. L'intelligence des électeurs. Regardez ces images, avant que vous nous quittiez, parce que vous avez malheureusement un avion à prendre pour le Gard et on est désolé, c'est des images qui nous font basculer dans le débat sur le rôle de François Hollande. C'est vrai que François Hollande est très 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 actif sur le terrain. Il y a eu, vous l'avez vu, cette actualité qui a mobilisé évidemment pendant près de 4 jours les télévisions, les chaînes d'infos. C'est ce dramatique accident de car et ces 43 morts victimes d'un accident terrible. Je voulais juste, avant que Gilbert Collard s'en aille, lui demander ce qu'il en pensait, parce que c'est vrai que François Hollande, il y a eu une cérémonie qui a été organisée, il y a eu beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que certains se sont dit, mais pourquoi on parle autant de cet événement? Est-ce qu'il y a, vous le député, les communicants et les observateurs, une tentation comme ça, à 6 semaines des régionales, de toucher un public, ce public rural qui venait de Gironde, c'est des personnes âgées. Est-ce que vous y voyez de la stratégie? Pour une fois, je suis d'accord avec Daniel Cohn-Bendit, qui a dit ce sont les Jeux olympiques de la compassion. Je trouve que François Hollande, très sincèrement, en compatissant bien sûr à ce drame, il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas touché, en fait trop, quoi. Il va vraiment trop loin. Il a utilisé cet événement, vous pensez? Oui, franchement, je le pense. Bon, on a le droit de penser le contraire, mais je trouve qu'il est un peu partout. Il fait vraiment entrepreneur de pompes funèbres. Ça a quelque chose de tellement répétitif, quoi, qu'on en vient à se dire. C'est l'occasion qui fait vraiment le président de la République. Là, je veux dire,
Voilà, je trouve que c'est gênant. Moi, ça m'a gêné. Bon, maintenant, alors, on peut pour vous laisser une observation que je avant de partir, parce que allez-y, je ne voudrais pas que vous m'accusiez d'avoir fait. Je m'en vais. Après, vous pourriez dire tout le mal de moi. Mais vous verrez l'émission, elle est en replay. On peut voir l'émission en replay, Gilbert Collard. Non, mais de toute façon, j'aime bien qu'on dise du mal de moi. Quand vous dites que les électeurs, qui votent pour le Front National, ne se sentent pas représentés. C'est magnifique de dire ça. Mais c'est ce que disait tout à l'heure Denis Pingot. Voilà, mais c'est magnifique. Ça prouve qu'on est là. Il y a une crise démocratique. On est là. Voilà. Et on vient corriger la crise démocratique. Oui. Voilà. Mais alors donc, je veux dire, en quoi on ne serait pas des redresseurs de tort. Regardez Valérie Pécresse avant de nous laisser partir et ça va permettre de vous faire sortir. Merci Gilbert Collard. Écoutez ce qu'en pense Valérie Pécresse sur la communication de Denis Pingot. Je m'adresse évidemment aux députés, mais aussi aux communicants et aux journalistes. Valérie Pécresse, toujours dans l'émission Question d'Info. C'est plus un gouvernement, c'est un comité de campagne. D'ailleurs, j'ai entendu dire que Manuel Valls allait s'occuper personnellement de mon cas dans les 3 prochaines semaines. Ah bon. Donc je suis très heureuse que le gouvernement... Donc les déplacements du président... Je n'ai vraiment... Je l'attends du Premier ministre, c'est uniquement... c'est lié au régional uniquement, selon écoutez, vous. Attendez, non mais attendez, depuis quelques semaines, c'est spectaculaire. Le Grand Paris était totalement en jachère. Ça faisait 3 ans que personne n'en parlait. Il y a une semaine, on nous annonce qu'on crée 3 nouvelles défenses à l'est de l'Île-de-France. Alors ça me fait sourire parce que la seule décision concrète qu'ont pris les socialistes en Île-de-France sur l'emploi ces dernières années, ça a été d'installer la tour Triangle, porte de Versailles. Comme rééquilibrage à l'Est, permettez-moi de vous dire, on fait mieux. Donc on a l'impression que le gouvernement prend conscience des problèmes parce qu'on est à 50 jours des élections. Alors, elle prend conscience et puis elle dit au début de son intervention qu'il y a effectivement une stratégie de communication. Voilà, on communique sur cet événement dramatique avec cette cérémonie, ces chaînes d'information. Et là, c'est pas François Hollande qui est en cause. Vous en pensez quoi, Denis Pingot ? C'est totalement absurde cette critique et les propos de Gilbert Collard. C'est le plus grand drame routier en France depuis 20 ans, depuis 30 ans. 43 morts dans des conditions épouvantables. Je ne vois pas en quoi c'est de la communication que le chef de l'État, le président de la République, participe à une cérémonie en hommage aux victimes. Ça, c'est complètement absurde. Alors ensuite, autre chose est de dire, est-ce que le président n'est pas un peu trop sur le terrain ? Oui, il va beaucoup, la Courneuve, l'émission de télé. Mais c'est son job. Ouais, oui. C'est son job. Moi, quand j'ai écrit l'Emsancom, j'ai souligné un point très important qui était la première phase du quinquennat de François Hollande, qui était une phase où il apparaissait beaucoup plus comme un président professeur expliquant les grandes données macroéconomiques. Sur le fond. Et ennuyant un peu son public. C'est plus frais, à coup d'émissions de télévision un peu professorales. Bon. Et je disais, le problème d'un président de la République, c'est qu'il a la légitimité du suffrage universel, il est le seul, et que se joue dans le destin d'un président de la République, et surtout s'il souhaite être réélu, se joue une question centrale qui est sa relation avec les Français. Bon. Et je constate que le président de la République aujourd'hui essaye, par des actions diverses et par ailleurs utiles au pays, puisqu'il annonce un certain nombre de mesures, il s'occupe d'un certain nombre de problèmes, essaye d'être dans une logique qui est une logique relationnelle avec les Français, d'écouter leurs problèmes, de nouer dialogue avec eux, et je pense que c'est le rôle d'un président de la République. Regardez la une de l'Express, Yann Gallu, parce que ça revient aussi à ce livre dont vous disiez qu'il était dans le fond dans cette première partie quinquennat, c'est le début de la fin, qui est un président désorienté, un candidat désarmé, et révélation sur son plan de campagne où on découvre qu'il y a des snipers, dont le député Guillaume Bachelet, qu'il rencontre le soir pour travailler régulièrement. Il y a des informations avec une cellule d'ailleurs spéciale qui est mise en place pour l'élection présidentielle. On a déjà quitté la régionale, dans ce débat, puisqu'on est déjà en train de se demander si François Hollande, déjà en se rasant, est en train de penser très sérieusement à la présidentielle. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, Yann Gallu, qui se déplace beaucoup, qu'il est moins professoral, qu'il a une stratégie de communication très variée. Gulli, le chasseur français, puis la Courneuve, puis les ouvriers, puis bref, il est en campagne. Moi, je vais vous dire un truc. Depuis le début de ce quinquennat, on a assisté à du Hollande bashing permanent. Et la première partie du quinquennat, on a dit justement ce que vous dites. Il est professoral, il est trop à l'international, ennuyeux. Il n'a pas de relation avec les Français, il n'est pas sur le terrain, il n'ose pas aller dans les quartiers. Et là, maintenant, on lui a reproché ça et ça. Et là, on a cet ultime reproche. Bon, Gilbert Collard n'est pas là pour que je lui dise en face, mais moi, j'étais très choqué par les propos qu'il a tenus. Enfin, il cite une phrase de comme Bendit. Imaginez quand même que le président de la République n'ait pas été présent
alors qu'on a vécu un drame terrible qu'on n'avait pas, heureusement d'ailleurs, qu'on n'avait pas connu depuis des années. Donc il est dans son rôle, de père de la nation, il est dans son rôle de partage de la compassion, il est dans son rôle justement d'expliquer et de montrer sa compassion. Et voilà, il en fait ni trop, Yann Gallu, est-ce qu'il est entré déjà avec cette cellule secrète, quoi qu'il fasse, en campagne présidentielle? Mais quoi qu'il fasse, une vraie fasse, question. Mais écoutez, quoi qu'il fasse, on va lui reprocher d'être en campagne présidentielle. Et d'ailleurs, paradoxalement, on l'avait déjà dit pour d'autres candidats, on le disait déjà à l'époque pour Nicolas Sarkozy. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne peut plus sortir, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus rien prononcer, il ne peut plus rien dire. Mais ça veut dire que la campagne est permanente, Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les médias, et c'est pas un reproche, c'est un constat. On a eu une... avec les médias. Non, moi je ne me permettrai pas. Non, je ne me permettrai pas de taper sur les médias. Mais notre système politique a évolué en termes de communication. On a les réseaux sociaux, on a les chaînes d'information continue, on a plus en plus d'émissions comme la vôtre qui essayent d'analyser la chose et elles n'ont pas tort de le faire. Mais chaque interprétation de ce que fait le président de la République, on va dire, c'est par rapport au présidentiel, c'est par rapport à telle situation. Oui, forcément. C'est par rapport. Il y a aussi du fond politique qu'on essaie de mettre en avant. À ma question simple, est-ce qu'à travers les petits éléments, les petits cailloux comme ça que François Hollande est en train de semer, dans sa communication, dans son déplacement à la Courneuve, qui était en demi-teinte, il a à la fois été hué, il a serré des mains, et il est allé voir des ouvriers, il a parlé aux jeunes. Est-ce que François Hollande est déjà en train d'enjamber la régionale pour se mettre sur orbite? Il n'enjambe pas les régionales, mais ça fait bien longtemps, il n'y a pas besoin d'attendre qu'il se soit rasé pour ça, ça fait bien longtemps qu'il a à la fois la responsabilité, il le fait à sa façon, les Français jugent comme ils l'entendent, la responsabilité de conduire le pays, et en même temps qu'il songe à l'élection présidentielle. Il communique trop selon vous, Dominique de Montvalon? Est-ce qu'il est trop dans la communication? Comme journaliste, il me déconcerte, puisque je dis ça face à Denis Pingot, mais c'est tellement l'antithèse, mais c'est une autre époque, je l'admets volontiers, tellement l'antithèse de la communication façon Mitterrand, qui était le principe de la parole rare. Et seule la parole rare peut peser. Et puis Chirac, dans son rythme. À peu près ça, le principe sommairement résumé. Là, effectivement, le risque qu'il court, c'est une autre nature, la remarque, mais le risque qu'il court, c'est sinon de l'usure, un peu de saturer. C'est-à-dire qu'il est tellement présent sur tous les sujets de sa responsabilité et quelquefois un peu au-delà, qu'il y a un problème peut-être d'agripper la surabondance. Mais Denis Pingot, pour conclure, on est en pré-présidentiel. On est pré-présidentiel. La surabondance, le communicant, il ne faut pas être trop présent. C'est un faux sujet, le fait de dire que François Hollande est déjà en campagne. François Hollande, il est en campagne sur l'exercice de son mandat. C'est normal. Il exerce le mandat de président de la République. Il est en campagne permanente pour convaincre, s'attacher les citoyens sur la politique qui est conduite. Donc c'est pas du tout choquant. La vraie question, et Dominique de Montvalon a raison de la poser, c'est qu'un président de la République, d'une part, aujourd'hui, on n'est plus, il y a 30 ou 40 ans, quand n'existait pas le système médiatique qui existe aujourd'hui, donc ça ne peut plus être la parole rare. Ça ne peut plus être ça. Oui, c'est clair. Le problème, c'est l'articulation, qui est fine à avoir entre, d'une part, cette volonté d'être en relation permanente avec les Français, et d'autre part, d'être le chef de l'État qui, en hauteur régulière, pose les grands enjeux, la vision du pays, et propose aux électeurs, aux Français, une vision plus Yann Gallu, générale. en 10 secondes, vous êtes favorable en 10 secondes, une primaire ou pas à gauche? Parce que c'est ce débat qui est posé, puisque la question qui suit, c'est les primaires. Aujourd'hui, je pense que c'est les régionales. Est en train de se régler. Faisons étape par étape. Mobilisons la gauche pour le premier tour des régionales et après on verra. J'étais sûr de votre réponse. Le guide anti-FN, on l'a vu. L'homme sans com, à propos de François Hollande, Denis Pingot, c'était sorti au Seuil. Et merci à Dominique de Montvalon, rédacteur en chef du JDD papier et JDD.fr, puisque vous connaissez évidemment notre partenaire. Gilbert Collard est parti. Je remercie Harold. Vous revenez quand vous voulez, Harold, évidemment, pour débattre avec nous. Vous êtes maintenant militant chez les Républicains. Merci à vous trois, messieurs. Merci à tous ceux qui nous regardent et qui vont tweeter avant, pendant, et puis qui vont continuer sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, demain, on parle des migrants parce que c'est un vrai sujet. À la fois en Slovénie, ils sont des milliers à vouloir entrer en Europe. Puis on s'intéresse à très près au camp de Calais. Il a doublé de volume en quelques semaines, de 3 000 à 6 000 réfugiés qui vivent dans des conditions sanitaires déplorables. On en parlera demain soir, évidemment, sans détour. Bonne soirée et à demain.